bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce deuxième webinaire de l'année MSH France. Merci d'abord pour vos feedbacks sur le premier webinaire. D'abord parce qu'ils étaient positifs, donc ça fait toujours très plaisir. Et puis également, vous avez fait un certain nombre de remarques qu'on a intégrées, que ce soit dans l'agenda, on le verra dans une minute, mais également, vous voyez, dans la mise en place, puisque on a fait évoluer un petit peu la mise en place, et vous voyez que ça fait très BFM. Maintenant avec le fond d'écran, et puis on est tous en face de la caméra. Voilà, alors si on passe peut-être sur l'agenda, sur le slide suivant. Voilà, je vais faire une introduction et un point d'activité générale au niveau de l'entreprise. Et puis ensuite, Amandine vous donnera nos chiffres à fin mars pour l'ensemble de l'activité de MSH. Donc, ce sera l'occasion de faire un point de situation également sur ce qui se passe dans nos filiales. Vous avez souhaité, lors du précédent webinaire, dans vos feedbacks, avoir plus de visibilité sur nos projets. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Afid et Patrick qui vont vous dire un peu quels sont les grands projets qu'on a, notamment au niveau de l'informatique, pour MSH sur 2022. Et puis également, vous aviez souhaité mieux connaître le groupe en disant finalement, il y a un rapprochement du OCSI, qu'est-ce qui est un peu nouveau, qu'est-ce qui change, est-ce qu'on peut mieux connaître. Et donc, j'aurai le très très grand plaisir d'accueillir tout à l'heure Philippe Lugatos. Donc, Philippe est le directeur général de la business unit du OCSI Trade Finance. C'est en fait du crédit, caution, financement. C'est une activité sur laquelle nous sommes leaders en France. Et j'aurai le plaisir de découvrir, c'est une très très belle activité qui fait partie du groupe et que Philippe viendra vous présenter tout à l'heure. Voilà, vous pourrez bien sûr poser vos questions à la fin de chaque intervention. Vous le faites par le chat et puis Fabrice, qui est juste à côté, les reprendra de façon anonyme et nous posera vos questions. On adressera 2-3 questions à la fin de chaque présentation. Et puis, au niveau de la conclusion, on a une voiture balai, entre guillemets, on fera un question-réponse. Donc, voilà, si vous n'avez pas pu poser toutes vos questions, on essaiera de les reprendre à la fin, au moment de la conclusion. Voilà, peut-être avant de démarrer, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais dire, Fabrice. Oui, simplement bonjour à toutes et tous. 2 petits points pratiques. Donc, bien évidemment, le webinaire est enregistré et donc fera l'objet d'un replay. Et à l'issue du webinaire, il y a un questionnaire de satisfaction qui vous sera proposé. Donc, merci si vous pouvez le compléter afin de nous aider à nous améliorer pour les prochains webinaires WhatsApp et Message. Bon séminaire. Super, j'en profite d'ailleurs, merci Fabrice, Caroline, Zoé qui sont là et tout le monde qui nous a aidé à monter ce webinaire. On voit qu'il évolue un petit peu à chaque fois. Alors, si on passe maintenant peut-être au point d'activité. Au niveau du groupe, on a à fin février, on n'a pas les chiffres à fin mars, à fin février, un chiffre d'affaires de 198 millions d'euros, l'ensemble des entités du groupe, France, Suisse et autres. C'est 1 million d'euros de mieux que le budget. Donc voilà, fin février, c'est un peu tôt pour dire quelque chose de pertinent. En tout cas, c'est toujours mieux à prendre d'être un petit peu en avance que d'être un peu en retard et d'avoir à remonter le courant. Donc voilà, ça se passe bien jusqu'à présent, je touche du bois au niveau du chiffre d'affaires. Au niveau de l'intégration, du regroupement des entités du CSI, ça progresse relativement bien. L'ensemble des organigrammes a été publié sur les business units. Sur les fonctions support, il y a déjà eu la RH et d'autres organigrammes qui ont été publiés. Je crois qu'il manque encore la finance qui sera à venir. On voit que ça avance bien et que les organisations se mettent en place de manière à avoir, par exemple, au niveau des RD ou des assurances de personnes, une organisation qui va enjamber les entreprises juridiques que sont Dio et CSI, par exemple. Ça va aller de pair avec le rapprochement géographique, le fait que nous allons libérer les locaux qui sont dans le quartier d'Opéra et faire venir l'ensemble des collaborateurs. Et ça va impacter tout le monde puisqu'on réalloue un petit peu les effectifs à ce moment-là entre les sites qui seront Season et Equinox. J'en dirai un mot tout à l'heure dans le cadre de MSH. Et puis également, on a un nouveau logo, vous le voyez en bas à droite de votre écran, du CSI, avec la fameuse voile, qui est assez distinctif. J'en dirai un mot aussi sur ce que ça veut dire pour MSH. Et puis, on s'est doté d'une raison d'être. Alors, on n'est pas une société à mission, mais on s'est doté d'une raison d'être au premier trimestre. Vous la voyez à l'écran, protéger le progrès pour un avenir durable et serein. Donc, c'est ce sur quoi on va travailler sur les prochains mois, de façon à écrire nos roadmaps autour de cette mission.
Voilà pour l'activité au niveau du groupe. Si on passe au slide suivant, je vais vous dire un mot sur l'activité commerciale. D'abord, on a une pensée pour Laurent Cochet, c'est moi qui vais rentrer l'activité commerciale, puisque Laurent, lui souhaite d'être au soleil, les deux pieds en éventail, puisqu'il est en vacances, et on lui souhaite qu'elle soit très très bonne, et on pense à lui. Alors, bravo d'abord aux équipes, puisque au premier trimestre, on a remporté deux belles affaires. La première, c'est le groupe Accor, qu'on ne présente pas, que tout le monde connaît, qui est un effet 1er avril. Donc, au niveau de Accor, on va couvrir les expatriés, salariés du groupe Accor, mais aussi Accor est une société qui n'est plus propriétaire des hôtels, donc elle contracte avec des tiers qui sont des propriétaires d'hôtels. Donc, on va également proposer ces couvertures à des directeurs d'hôtels ou à leurs salariés. C'est un petit peu un programme affinitaire. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 1300 bénéficiaires dans le programme. Le tenant était Colonna, donc nous avons récupéré cette affaire à Colonna avec Allianz comme assureur qui est conservé. Et puis, on a remporté le ministère des Affaires étrangères du Gabon. C'est un effet 1er mai. Ça me fait très plaisir. On n'avait plus de MOFA dans le portefeuille, donc on reprend un ministère d'Affaires étrangères. On était face à Allianz, à Gras Savoie, à Ascoma. Donc bravo pour cette réalisation. On parle de 130 diplomates, de 360 bénéficiaires. Et puis ça traduit aussi une très très belle dynamique qu'on a aujourd'hui sur les organisations internationales. Donc voilà les deux affaires réalisées au premier trimestre que l'on voit avec des effets dès le deuxième trimestre. Si on passe au slide suivant, un mot général sur l'activité commerciale. Au niveau du secteur individuel, l'effet Covid n'est pas effacé, on le ressent toujours, mais on a une activité qui globalement se tient bien. Si on se focalise sur les affaires nouvelles, et si je vais comparer le premier trimestre 2022 avec le premier trimestre 2021, nous avons une baisse des affaires nouvelles de 5%. En revanche, si je regarde uniquement le mois de mars 2022 et je vais le comparer au mois de mars 2021, on a un accroissement de 30%. Alors, une hirondelle ne fait pas le printemps, évidemment, mais on a une bonne tendance, donc il faut vraiment poursuivre l'effort pour que cette tendance se confirme et qu'on voit que les courbes s'inversent et qu'on retrouve le développement que l'on souhaite voir. Au niveau des organisations internationales, il y a beaucoup de dossiers, ça bouge pas mal. On a en cours une réponse, on avait, je crois, l'oral lundi qui s'est très bien passé avec le Fonds de stabilité monétaire européen. Mais on a également à venir en termes d'études la Banque du Conseil de l'Europe, la BAD. Donc le SM, c'est 150 000 euros. La Banque du Conseil de l'Europe, on est plutôt à 200 000 et puis encore plus sur la Banque africaine de développement. Donc on voit de très très beaux dossiers. Donc je serais sincèrement ravi qu'on puisse tous les réaliser. En tout cas, il y a une très belle dynamique. Si je passe au secteur du corporate, des entreprises privées, là, la photo est beaucoup plus contrastée et on se rend compte que nous avons des défenses qui, on va les voir dans une minute, une défense, on va dire, des clients sur lesquels nous sommes à risque, que ce soit pour des facteurs exogènes comme pour des facteurs endogènes et notamment pour le servicing du client. Alors, si on passe au slide suivant, excusez-nous, ils sont en train de débarrasser quelque chose de côté. Si on passe au slide suivant, on a identifié l'ensemble des clients sur lesquels nous pensons être à risque. Comme je le disais, des fois, il y a des facteurs exogènes. Quand il y a une fusion entre deux entreprises, que ce soit Essilor ou Luxottica, que ce soit Suez ou Veolia, il peut y avoir des remises en cause, des appels d'offres, et notamment les deux courtiers ou gestionnaires de chacun des côtés vont s'affronter. Des fois, on en fait rentrer d'autres dans la danse. Donc là, on sait qu'on a un risque, on peut être en danger. Ça peut être également une nouvelle équipe qui arrive, etc. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, les facteurs exogènes, indépendants de notre volonté. Ça fait partie de la vie des affaires. Il faut apprendre à se battre sur nos clients existants. Mais il y a également des facteurs endogènes, perception du client, réalité du client, que le service n'est pas au niveau et qu'il y a une insatisfaction et qu'il va provoquer soit carrément un changement, soit un appel d'offres, parfois en ne nous mettant pas dedans. Donc là, ce qu'on voit, donc on vous a listé les clients qu'on avait d'ores et déjà identifiés. Vous voyez que le nombre est important, les revenus en jeu sont extrêmement importants. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de défense par le passé.
On a fait une pondération en donnant des chances de réussite. Mais pour moi, en fait, je veux en perdre aucun. Je vais être assez direct. Quand je vois des comptes comme Nestlé ou BNP, mais aussi les autres, il est hors de question, effectivement, qu'on perde ces dossiers. Ça veut dire qu'il y a une mobilisation générale à avoir pour qu'on puisse redresser le tir sur ce qui est endogène et que tout le monde se mobilise pour rehausser le niveau de jeu. Je sais qu'on a eu des facteurs perturbateurs en début d'année, mais il faut absolument qu'on améliore la perception du client, le service que nous on amène aux clients, en faisant cause commune. Il faut qu'on tire tous dans le même sens à ce niveau-là pour qu'il y ait une grande mobilisation. Pour moi, c'est vraiment important que nos clients, ceux que vous voyez à l'écran, mais tous nos clients ressentent la touche MSH, celle d'un acteur qui est attentif, d'un acteur qui est à l'écoute, celle d'un acteur qui va au bout pour satisfaire le bénéficiaire, notamment dans les moments critiques. C'est un ensemble d'empathie et également de faire un peu ce que les Anglais appellent l'extra mile pour bien montrer aux clients dans les moments importants qu'on a été là et qu'on l'a accompagné jusqu'au bout. Donc voilà, je compte sur tout le monde pour qu'ensemble on lève ces défenses et il est hors de question évidemment qu'on perde ces dossiers. Je vais continuer sur le slide suivant sur la partie des entreprises, du corporate. Donc sur la partie cette fois acquisition, affaires nouvelles, saturation, donc complément de vente sur des clients existants. On a commencé à travailler le portefeuille Dio, le rapprochement a des effets bénéfiques également pour nous, puisqu'on a identifié des grands clients Dio qui n'ont pas MSH, mais qui peuvent avoir Ener ou d'autres courtiers gestionnaires en tant que chez eux, et on va commencer à les rencontrer avec Laurent en utilisant en fait la relation existante qui est de qualité avec Dio pour faire un rebond, essayer de se présenter et essayer de récupérer les dossiers. On a également un très joli projet en Suisse avec un produit conforme, avec un acteur de premier plan. J'ai beaucoup d'espoir sur ce projet et que ça apporte des fruits et qu'on puisse se développer sur le segment du corporate et également en Suisse. Voilà, en revanche, vous avez vu sur le slide précédent les défenses que nous avions. Je trouve qu'en contrepartie de ces défenses, nous n'avons pas assez de prospects, ce qu'on appelle le pipe n'est pas assez nourri. Donc là, il faut qu'on accélère sur la recherche de prospects, ramener plus d'opportunités en affaires nouvelles, c'est extrêmement important. Je ne souhaite pas qu'on perde ce que vous avez eu précédemment, mais il faut quand même contrebalancer ça avec plus d'opportunités, mais également aussi qu'on travaille notre portefeuille, c'est ce qu'on appelle la saturation. Et donc c'est ce que je disais, en fait, c'est aller vendre à un client qui aurait des frais de santé, la prévoyance, ou aller vendre des services complémentaires ou des produits complémentaires à ses clients. Voilà, donc là, un travail est mené pour accélérer la campagne et c'est le money time, en fait, c'est maintenant, donc c'est vraiment, il ne faut pas se louper. Si je termine sur les autres points au niveau de l'activité, nous avons eu, c'est le slide suivant, pardon, nous avons eu une mise en place que je sais complexe, qui n'est encore pas terminée sur l'EMI, donc ça nous a surmobilisé, donc merci à tous pour tout le travail qui est réalisé, c'est très compliqué, on a eu un certain nombre de soucis au démarrage. On a également les portefeuilles qui ont été réalloués dans le secteur de Julia Xavier d'un côté, dans l'équipe de Chantal. Je voulais également vous annoncer le départ de Laurent Charret. Laurent nous quittera fin juin et avec Laurent Cochet, on va lancer le remplacement de Laurent. Bon, on va en reparler avec Laurent Cochet à son retour et on lancera le remplacement de Laurent. Donc, je voudrais saluer Laurent Charret, le remercier. Je crois que ça faisait 8 ans que Laurent, tu étais avec nous. Donc, merci pour ce que tu as apporté à MSH et puis bonne chance pour la suite. Un dernier message sur l'aspect commercial, pensez à mettre à jour Convergence pour qu'on puisse avoir des stats et un suivi correct, donc c'est à terminer. On paye d'ailleurs des licences sur Convergence, donc il faut vraiment l'utiliser. On va d'ailleurs vérifier les taux d'utilisation. Voilà, je vais passer après sur le reste de l'activité hors commercial, sur le slide suivant. Donc je vous ai parlé de façon générale des implantations géographiques. Maintenant, si on va zoomer sur MSH, vous avez à l'écran les noms des deux ambassadeurs. Vous avez Julie à Season et vous avez Bruno à Equinox. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos ambassadeurs pour toute question, pour toute interrogation. Après, il y a des sponsors. Il y a Laurent Bonnotte avec Caroline Burlet sur Equinox et puis Amandine avec aussi Caroline sur Season. Plus spécifiquement, le début des travaux démarre lundi prochain sur le 5e étage de Season. Ça veut dire que cet étage ne sera plus accessible. Donc, pour les gens qui sont à Season, je vous encourage, et ça me ferait extrêmement plaisir et j'apprécierais que vous le fassiez, d'aller à Equinox et de travailler depuis Equinox. Faisons de ça une opportunité pour décloisonner l'entreprise,
Donc, je compte sur vous pour aller vous installer à Equinox, vous serez les bienvenus. Et puis sinon, vous pouvez utiliser les salles du premier étage ou d'autres emplacements libres dans le bâtiment et bien sûr travailler depuis chez vous par le télétravail. On a un peu plus de temps pour la partie Equinox, puisque les travaux au 4e démarreront à partir du 20 mai. Mais même topo, moi je vous encourage à venir à Sison. On aura un peu moins de place en termes de taille, mais voilà, qu'on profite de ça pour, comme je le disais, décloisonner. Et puis également, on aura, je le signale maintenant, un petit travail à réaliser pour regarder, à bien lisser les jours de télétravail dans la semaine, puisque comme on passe en flex, on y était déjà côté Equinox, il faut s'assurer qu'on est plus ou moins équilibré sur les jours de la semaine en termes de télétravail. Ensuite, je voulais simplement vous dire un mot. Vous avez vu qu'on avait changé les logos d'IOCSI. Et alors là, on vous livre en avant-première, mais il y a un work in progress et c'est très très important que vous puissiez le voir. C'est que rien n'est arrêté à ce stade, mais les équipes de Fabrice, avec les équipes de la communication corporate, travaillent sur la déclinaison de notre territoire de marque d'IOCSI, du logo pour MSH. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de tabou. J'ai fait exprès de vous montrer ces slides, ces logos-là, qui sont à l'étude, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a droppé le nom international. Ça veut dire que si on allait jusqu'au bout, c'est pas dit que c'est pas validé, c'est pas dit qu'on le fera. Ça veut dire qu'on gardera un nom juridique MSH international, des adresses msh-intl.com, mais qu'on raccourcirait peut-être le nom. Donc ce sont des réflexions qui sont en cours et vous voyez qu'on travaille sur des déclinaisons avec l'endossement, sans l'endossement, avec MSH, Dubaï, China, etc. en dessous ou en longueur. Voilà, ce sont des choses qui sont en cours. Fabrice reviendra vers vous dans le deuxième trimestre, puisque de toute façon ça va se décider dans le mois à venir, pour vous dire un peu le logo qu'on va commencer à décliner pour MSH. Enfin, on a eu un séminaire d'une journée au niveau du COMEX MSH France. On s'est réunis, on a parlé de l'avenir, on a parlé également de la rentabilité. Je voulais vous dire un mot assez brièvement sur la rentabilité. D'abord pour dire que c'est très très important que nous puissions conserver, voire améliorer notre rentabilité. Moi, je vois déjà beaucoup de besoins d'investissement au niveau de l'informatique, d'amélioration de nos outils. On a aussi des demandes d'investissement en ressources humaines, en hommes et en femmes et en talents pour faire rejoindre l'entreprise. Et ça veut dire que c'est mieux d'être rentable lorsqu'on demande des investissements que pas. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. La rentabilité, ça permet de réinvestir dans l'avenir. Pour pouvoir travailler notre rentabilité, la première chose à faire, c'est la comprendre. Donc c'est identifier où sont nos coûts, identifier où sont nos revenus, et identifier, quand je dis identifier, c'est le faire par segment de clients, et même d'aller jusqu'aux clients, pour les grands clients, pour bien comprendre quels sont les revenus, de quoi ils sont fabriqués, quels sont les leviers que nous avons à disposition pour améliorer les revenus, et puis également quels sont nos coûts et quels sont les leviers que nous avons pour améliorer nos coûts. Ça veut dire qu'on sera amené à réfléchir, à dire que probablement on veut que la part de l'individuel soit plus forte dans le portefeuille. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut réduire le reste, ça veut dire qu'on a des attentes de croissance fortes sur le segment des individuels ou des SME ou ETI en produits packagés. Et de façon générale d'ailleurs sur les affaires qui sont bien margées, donc une attention plus particulière sur les affaires en termes de marge. Et puis ça veut dire aussi, toujours sur les revenus, réfléchir aux services à valeur ajoutée qu'on pourrait proposer en complément, qui feront les revenus de demain, mais également aux services complémentaires que parfois, peut-être, nous donnons, qui n'étaient pas dans le cahier des charges, et peut-être demain, il faut avoir un peu plus de réflexe de les facturer ou d'avoir un échange pour dire que ce n'est pas gratuit, voir avec le client comment on peut le négocier. Donc, des choses qui viendront. Sur la partie des coûts, on va devoir travailler les deux choses que sont comment j'améliore ma productivité tout en améliorant ma qualité. Donc c'est facile à dire, c'est toujours plus compliqué à faire. Je suis bien conscient que les outils ne nous aident pas et qu'il faudra travailler aussi là. Mais je pense qu'il y a des choses à faire et il faut penser un petit peu en dehors de la boîte, out of the box, pour ça. Et c'est donc des choses qui vont arriver. Je vous le dis, je ne vais pas en faire quelque chose d'important aujourd'hui, mais on est en période d'inflation importante, donc il faut être extrêmement vigilant. On a un modèle économique avec des coûts fixes qui peuvent subir l'inflation. Donc, il faut regarder également qu'au niveau de nos revenus, lorsqu'il n'y a pas d'inflation intrinsèque, qu'on puisse la passer. Voilà, n'hésitez pas à débriefer avec votre membre COMEX, puisque l'ensemble des membres COMEX étaient présents à ce séminaire. Donc, n'hésitez pas à échanger, à donner du feedback, à remonter vos idées également. C'est toujours bon à prendre. Voilà, moi, j'en ai terminé sur la partie actualité générale. Alors, je ne vais pas trop regarder si
termes de timing, ce que ça pouvait donner. Je ne sais pas si on peut prendre une ou deux questions, s'il y en a, Fabrice. Alors, on a un petit peu de retard, donc on va juste prendre une question. Et je vais juste apporter une précision qui m'a été donnée par quelqu'un qui est sur Equinox, qui précise qu'il faut réserver un bureau parce qu'ils sont déjà en flex. D'accord. Autrement, en termes de questions, il y avait une question pour savoir, sur la base de l'expérience que tu as eue chez Dio, du passage en flex, savoir quels étaient, voilà, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien Alors, ça c'est... J'appréhendais chez Dio le passage en flex. Il faut avoir en tête que chez Dio, on avait même des bureaux fermés en plus grand nombre que ce qu'on pouvait avoir au niveau de MSH. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc j'étais ravi de voir que les gens se sont bien habitués. Finalement, les gens ont chacun trouvé des pratiques à eux. Certains, au dommage, disaient on se réunit tous les mardis, c'est la journée de l'équipe et le bureau devient un lieu de socialisation professionnelle. Des fois, les gens en profitaient pour aller s'installer le commerce avec la RC, etc., pour justement se mélanger. Donc ça a été finalement plutôt une opportunité pour créer plus de partage. Ce qui a été important, c'est que tout le monde montre l'exemple, que les managers se sont mis, et dans le projet de passage au flex que nous avons tous, sachez qu'à part Pierre Donnersberg, il n'y aura plus de bureaux, donc les membres du COMEX n'auront plus de bureaux fermés, etc. Donc chacun porte également à son niveau ce passage et joue le jeu. Donc le rôle du management est extrêmement important, en partant tout en haut, et du management de proximité. Et ça, chez Dio, ça a vraiment été bien suivi. On a expliqué pourquoi, l'intérêt, aussi la réduction des coûts, pas se mentir, il y avait ça dans les choses. Et finalement, globalement, les gens ont bien fait. Alors, il y a un peu de discipline sur le bruit, les choses habituelles. Il y a un peu de discipline sur la réservation des emplacements. Mais finalement, je trouve que chacun a compris l'enjeu, chacun a joué le jeu et il n'y a pas eu de soucis. Voilà. Merci. Je propose qu'on enchaîne avec Amandine sur les chiffres. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, donc je vais faire avec vous un rapide tour d'horizon chiffré pour vous donner en fait les premières tendances en termes de chiffre d'affaires, que ce soit pour la France ou nos filiales. Donc peut-être slide suivante. Donc vous vous rappelez, la dernière fois qu'on s'était vu, je vous avais parlé des objectifs très ambitieux pour 2022 sur nos différentes zones géographiques. Donc ce que vous voyez là à l'écran, donc en fait c'est un tableau dans la première partie où je vous reprojette de nouveau nos objectifs de budget 2022. Donc vous les voyez dans l'ordre pour la France, la Chine, le Canada, Dubaï, l'Allemagne, puis Singapour. Donc voilà, pour vous rappeler qu'on a au global pour 2022 sur toutes nos entités des objectifs en augmentation de 12%. Donc ce qui est ambitieux et ce qui est tablé et construit sur une hypothèse de rebond post-Covid. Alors pour tout le monde, mais c'est vrai en particulier pour Singapour, le Canada et Dubaï. Sur la deuxième partie du tableau, donc à partir toute la moitié droite, ces chiffres en fait nous donnent des indications sur ce qu'on peut estimer comme le début de l'année, donc on va dire les 3 premiers mois, donc le premier trimestre, avec une comparaison en particulier entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2021, puisqu'il est toujours assez significatif de mesurer nos tendances, nos performances par rapport à ce qui s'est passé l'année précédente, et notamment parce que l'année précédente n'était pas non plus une année tout à fait normale, qu'on était encore très fortement perturbé par le Covid. Alors, ce qu'on peut dire de manière quand même assez prudente, puisqu'on a peu de recul, c'est que 3 mois, voilà, donc c'est vraiment une première tendance, c'est que globalement, toutes nos entités font mieux que l'année 2021, donc sur le même trimestre. Alors, vous voyez un chiffre peut-être qui vous interroge sur la France. En fait, il n'est pas très significatif, donc on va dire que pour la France, on est à peu près au budget et on est sur une dynamique assez proche de l'année précédente. Il y a encore un certain nombre de polices qui n'ont pas été émises. Voilà, donc c'est un chiffre qui est de toute façon très très provisoire. Mais voilà, l'impression globale qui se dégage sur cette météo trimestrielle, c'est que on va être globalement tous collectivement à peu près au budget. On a une petite alerte sur Singapour. Peut-être slide suivante où je vais essayer de vous donner rapidement par zone géographie, voilà un petit peu ce qui se passe. Alors,
Pour la France, comme je l'ai indiqué, on a un début d'année pour l'instant qu'on va qualifier au budget 2022, mais encore assez peu de visibilité, donc c'est difficile de s'avancer davantage. Mais voilà, la situation est tout à fait correcte. Alors sur la Chine, quand vous suivez les informations, le contexte pour nos collègues chinois est encore assez difficile. Notre BU et nos collègues à Shanghai sont eux-mêmes encore confinés, donc ce qui à la fois complique nos relations de travail, mais aussi quand même rend leur activité compliquée. Donc on a eu vraiment un début d'année assez morose, mais il semblerait que le mois de mars soit meilleur. Donc au final, voilà, on devrait avoir un premier trimestre quand même tout à fait correct. On a quand même un meilleur démarrage qu'en 2021, mais une incertitude qui plane encore à ce stade parce qu'ils ont un contexte Covid beaucoup plus marqué qu'en Europe. Sur Dubaï et la zone des Émirats, eh bien, on n'a pas d'alerte pour le moment. On a plutôt un début d'année qui est meilleur que l'année passée. Mais voilà, on est assez prudent et on n'en tire encore pas de conclusion pour la suite de l'année parce que comme vous le savez, dans cette zone, voilà, on a des contrats qui sont liés à l'activité pétrolière en Libye qui prennent une part importante du revenu et que voilà, cette activité n'a pas encore véritablement démarré. Peut-être si vous vous souvenez, elle avait été quand même mise entre parenthèses assez fortement l'année dernière et ça avait été une difficulté. Donc voilà, on est dans l'attente de la reprise et donc pour Dubaï, les mois d'avril et de mai seront cruciaux, voire critiques. Donc on en saura un peu plus dans pas très longtemps. On a des bonnes nouvelles de MSH America au Canada, puisqu'on a un début, donc MSH Canada qui a des objectifs ambitieux pour 2022. On a un début d'année meilleur que prévu, donc meilleur que le budget 2022 et évidemment bien meilleur que 2021 à la même période, en particulier grâce à leur activité sur le segment des universités, des étudiants. Comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est une particularité du business du Canada. Et donc, en fait, il y a eu plus d'inscriptions, plus de partenariats avec des universités nouvelles. Et tout ça a été combiné aussi avec peu d'annulations à ce stade sur le segment des jeunes qui partent étudier l'anglais au Canada, ce qu'on appelle les K-12. Alors, en fait, à la même période l'année dernière, il y avait beaucoup d'annulations à cause du Covid. Et donc, c'est un signe qui est assez encourageant. C'est un signal positif pour cette année. Voilà, donc un bon début pour le Canada. Cependant, là encore, nous sommes prudents et c'est une tendance qui devrait être confirmée puisque on doit attendre que le gros des inscriptions deviennent effectives à partir de mai et puis ensuite jusqu'à l'été. Alors, sur les nouvelles globalement positives, sur Singapour, on a une filiale à Singapour qui est un peu plus en difficulté. Le début d'année est inférieur aux objectifs 2022, avec globalement voilà, des performances qui ne sont moins bonnes, à la fois sur le collectif et l'individuel. Et c'est notamment dû avec un réalisé en termes d'affaires nouvelles très inférieur à ce qu'ils pensaient faire au budget. Comme le disait Fred tout à l'heure, voilà, l'importance du pipeline, c'est pour tout le monde. Et on voit que pour Singapour, ils sont pénalisés pour l'instant. C'est vrai que c'est un marché qui est en difficulté parce qu'il est très il est très dépendant des expatriés, que les restrictions là-bas ne sont pas levées non plus. La mobilité post-Covid reste très affectée. Donc voilà, on est un petit peu inquiet pour Singapour, mais il va falloir là aussi qu'ils trouvent les ressources pour se relancer. Et donc on attend là aussi avec impatience les résultats d'avril et de mai qui seront certainement critiques. Pour terminer, plus près de nous, avec notre filiale allemande, BDAE, qui réalise toujours une bonne performance. Ils sont conformes à nos attentes pour l'instant sur le premier trimestre du budget 2022. Et en plus, encore en croissance par rapport à l'année dernière. Vous savez, c'est une filiale qui se démarque par son innovation et sa dynamique sur les produits individuels. Ils ont aussi une activité de conseil qui fonctionne bien. Voilà, donc un bilan positif pour le premier trimestre sur l'Allemagne. Donc au global, voilà ce qu'on peut dire à ce stade de l'année. On n'a pas de signal négatif, on va dire, excepté une vigilance sur Singapour. Et sur nos deux filiales, Dubaï et le Canada, on attend avec impatience les prochains mois pour voir si les tendances se confirment. Voilà, merci à tous.
Merci. Merci beaucoup, Amandine. On va peut-être prendre une question. Fred, tu as évoqué le mécontentement de certains clients MSH. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les raisons et les améliorations possibles? Alors donc comme je le disais, il y a plusieurs cas de figure, pardon. Il y a une équipe nouvelle, Compenben, qui arrive, qui pose beaucoup de questions, qui gratte beaucoup, qui avait peut-être un passé avec un autre gestionnaire et sur lequel il faut expliquer ce qu'on fait, la valeur, et qu'on soit très très attentif sur le service et très attentionné. Ça peut être tout simplement des règles d'appel d'offres de certaines compagnies qui disent la direction des achats nous oblige tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans faire un appel d'offres, et là on est mis en concurrence, et donc par nature on est en risque. C'est ce que j'appelais les facteurs exogènes. Maintenant, sur les facteurs endogènes, là c'est vraiment dans la partie du service que nous délivrons. On a eu des clients qui n'étaient pas contents sur des délais pour obtenir des prises en charge, où effectivement on a eu des prises en charge qui ont été envoyées presque post-hospitalisation. Donc ça fait très très vite des remontées de bas d'huile, et ça revient au corporate et ça nous revient à nous derrière. On a pu avoir des situations où les facturations sont incorrectes parce qu'on a facturé la mauvaise filiale, etc. Donc peut-être que l'arborescence, la structure n'était pas complètement à jour, ou qu'il y a eu des erreurs. J'ai un cas en tête où c'est le fichier que l'on charge qui a un problème, et on le corrige, mais comme quand on recharge le fichier suivant, c'est un annulaire en place, ça écrase, on retrouve le problème. Ce qu'il faut, c'est de travailler à la racine. On a des cas où ils ont trouvé qu'il y avait trop de délais sur les paiements. Vous savez que le temps se raccourcit, les exigences des clients en termes de turnaround time sur les délais de réponse, sur les délais de paiement. On est un peu plus dans la culture de l'immédiateté. Voilà, il y a un certain nombre de situations par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je pense que sur les bilans de santé, on s'est rendu compte que sur certains, on n'a pas envoyé toutes les convocations, donc ça c'est assez embêtant à l'ensemble. Donc on avait un engagement d'envoyer X convocations, puis on a envoyé Y inférieur à X. Donc il y a des salariés qui n'ont pas reçu leur convocation, qui sont allés peut-être en expatriation. Donc c'est très très embêtant s'il y avait un problème. Donc derrière, je crois que la question c'est mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a un travail qui est en cours chez Laurent Bonnotte. Moi, j'ai accordé 5 postes au-dessus de l'effectif. J'ai même sur d'autres dossiers accordé un peu plus de postes au-dessus de l'effectif, ce qui veut dire qu'au-dessus de ce qu'on avait au budget, je préfère, tant pis, on dépense un peu plus d'argent, mais qu'on améliore la qualité du service. Après, il y a un travail à réaliser sur tout ce qui peut être à court terme. Il y a un certain nombre d'idées, comment on peut accélérer. On a des outils pour faire un peu les choses automatiques, comment je peux un peu l'élargir, mettre plus de clients qui n'étaient pas dessus, etc. Et ça libère de la bande passante pour les équipes pour mieux traiter les clients sur ce qu'on ne fait pas en automatique. Donc il y a chez Laurent un plan, Laurent Bonnotte, mais pas que, un plan un peu complet de travail sur tout ce qu'on peut faire pour améliorer à court terme, et puis après on travaille sur un plan à plus long terme pour voir effectivement comment on peut changer des choses plus fondamentalement, c'est ce que je disais, sur comment on peut gagner en productivité mais en qualité en même temps, et que le client soit satisfait. Après, je pense aussi, et c'est aussi une attitude, il faut vraiment que quand on est sur un bénéficiaire, il sente un peu la chaleur de MSH, désolé de le dire comme ça, mais on est dans le domaine de MSH, c'est mon tiers de confiance, celui qui m'accompagne dans les moments difficiles. Et ça, c'est des moments très très forts, et c'est des moments de satisfaction où on crée vraiment des promoteurs, si je prends le NPS, extrêmement forts pour la durée, et qui vont remonter cette satisfaction aussi au Compenben. Donc il faut vraiment montrer que là, les équipes, si je passe un appel à quelqu'un d'autre, je m'assure qu'il l'a bien reçu. Si je dois rappeler, je rappelle. Si il y a un message, je le rappelle. Que le client se sente extrêmement accompagné dans les moments clés, et que voilà, on ait bien ça en tête, parce que le servicing dans notre métier est ultra important. Merci. Ça fait une bonne transition avec l'intervention des projets. Il y a des espaces assurés, j'aurais pu en parler, mais vous allez en parler. D'abord, merci à tous et bonjour à tous. Avec Patrick, donc, on a décidé aujourd'hui de partager un petit peu toute la roadmap. Donc on va se passer le relais, et là je vais débuter donc, pour parler de toute la partie back-office. Donc là, les projets qu'on va vous présenter ici, c'est des projets qui, bien entendu, ont été validés par l'ensemble du COMEX.
que pour certains d'entre vous, vous les connaissez pour partie ou complètement, et là, on va les reprendre tous un par un. Donc là, on s'intéresse aux projets de 2022 qui doivent être conduits en 2022, normalement finis en 2022, sauf quelques cas particuliers qu'on citera. Donc là, je vais faire la liste à travers. Donc là, on va faire un effort sur le case management cette année d'une manière assez importante, c'est-à-dire que jusqu'à présent, pour certains d'entre vous qui utilisent l'outil Magenta, en fait, on va l'intégrer complètement dans V9. La raison de ce choix est liée au fait qu'il y avait des informations éparses entre V9 et Magenta et que ça coûtait extrêmement cher que de maintenir les deux systèmes en parallèle. Et là, en laissant qu'un système, on est tout de suite dans quelque chose de beaucoup plus solide et fluide. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, on va essayer d'intégrer dans la trajectoire du case management, qui est sous l'égide de Annie Pétavin, on va essayer d'intégrer la projection des dépenses. En fait, on veut vraiment faire une arme de prédiction sur la suite, avoir des prévisions qui soient très justes. Ensuite, sur le travail avec la CFE, c'est un travail qui est de longue haleine, qui se poursuit. Et cette année, il y a une volonté assez évidente de la part de la CFE de consolider toute la partie affiliation. C'est ce qu'on voit là. Et ensuite, de notre part, d'essayer de renvoyer au maximum tous les décomptes qu'on a pu faire pour la CFE, quasi hebdomadairement, de manière à pouvoir vérifier que tout est conforme dans nos relations avec la CFE. Sur la partie bilan de santé, en fait, Fred en a un petit peu parlé tout à l'heure. L'idée ici, dans ce qui est inscrit, c'est on a établi maintenant un workflow il y a 1 an ou 2, et on s'est aperçu que, comme dans tout workflow, il y a une volonté assez forte d'outrepasser les règles qui avaient été établies, et là on va essayer de voir comment on va débrayer les règles qu'on avait établies sans trop remettre en cause la totalité de la névralgie du workflow. Je donne un exemple. On a souvent des assurés qui ont fait le choix d'un prestataire sur le site, sur leur espace extranet, et suite à ce choix, finalement, ils vont voir quelqu'un d'autre. Et typiquement, ça peut engendrer des discontinuités dans le workflow qu'on va essayer de voir comment gérer par ce qu'on appelle un débrayage sur les règles. Ensuite, le projet ROC, ici, c'est un projet réglementaire. Pour être clair, il aurait dû débuter il y a 1 an, mais en fait, avec le Covid, le contexte, il a été complètement reculé. On ne sait pas encore si cette année, il va y avoir une accroche très très forte. Alors là, ça concerne beaucoup plus l'activité de la BU PSC que l'activité MSH. En revanche, côté PSC, il se prépare à une forte tendance de la prise d'Europe. Pour nous, sur MSH, à ce stade, on est en phase d'observation. Sachez juste qu'on n'a pas du tout la même approche. Nous, sur ce projet, l'informatique ne sera pas trop impactée. Ce sera surtout du paramétrage qui sera délégué à un tiers qu'on appelle Almeris pour ceux qui travaillent avec lui. La force de travail sera de ce côté-là. Ensuite, on a un projet, alors tout à l'heure Fred a mentionné également les PEC, donc là c'est typiquement là où on s'inscrit en termes de plus de services. À aujourd'hui, pour ceux qui travaillent sur les PEC, tout le monde sait que les PEC, essentiellement, c'est des accords qu'on a donnés. Et là, on revoit le wording, parce que dans certains cas, l'accord, c'est un refus. Et pour le faire apparaître clairement, c'est pas le débat, mais c'est juste pour fluidifier vraiment le dialogue, pour le rendre évident dans la décision. Et ça, c'est une première chose sur la PEC. Et il y a une deuxième chose qui va être importante sur la PEC. On va essayer de faire apparaître de plus en plus le reste à charge, ce qui nous a été reproché par le passé, et donc là, une volonté délibérée de faire apparaître le reste à charge. Et pour le dernier point du slide, c'est sur la gestion des frais de banque et des écarts de change. En fait, on a eu par le passé des petits litiges avec nos assureurs qui ne comprenaient pas notre calcul, tout simplement. Et donc là, on a une révision du calcul il y a eu énormément de discussions entre les équipes de technique, les équipes du commerce, avec nos assureurs pour être sûr que la façon dont vont être calculés maintenant les écarts de change, à terme, corrobore dans les deux parties, le parti assureur et le parti MSH. Il y avait juste une petite question à Fit sur le slide, sur le terme ROC.
reste Bonne question. Juste qu'est-ce que ça veut dire? C'est réglementaire, donc c'est pas une terminologie, pas un acronyme MSH. D'accord. C'est vraiment. On laisse celui qui sait la réponse sur le chat la communiquer. En fait, l'idée derrière, en tout cas, c'est ça qui est le plus important, c'est que organismes complémentaires. Remboursement des organismes complémentaires. c'est qu'on donne à l'hôpital ce que va rembourser les complémentaires qu'on représente. Merci. Slide suivante. À moi toujours, oui. Donc là, dans les équipes de Dominique qui sont en charge du réseau de prestataires de santé, au fur et à mesure du temps, il y a eu un tas d'informations qui sont venues s'ajouter sur chaque provider. Et à mesure du temps, il y a une forme de couche de sédimentation qui s'est créée et l'information est quelque part un petit peu enterrée derrière des écrans. Et derrière ce sujet, c'est ni plus ni moins que une volonté de rendre les informations pour les équipes de Dominique beaucoup plus immédiates. Implémentation des nouveaux clients, on en a parlé, mais on le rementionne ici parce que c'est vraiment une part extrêmement importante de l'activité IT. Parce que on a des clients qui ont des exigences, et là on a cité le MI, mais on pourrait en citer plein. Ils viennent avec un lot d'exigences qui leur est propre, et là la manière, c'est de se dire comment on les intègre dans le système existant sans en conservant une dorsale qui reste maîtrisée et maîtrisable. Parce qu'il y a tellement de spécifiques qu'au bout d'un moment, ça peut devenir un véritable challenge que de se dire de ne rien oublier. Pour la partie MOH, donc là, c'est le contrat avec les Saoudiens. Cette année, sachez qu'on va s'approcher des contrats européens parce qu'on nous demande maintenant de gérer les contrats qui se trouvent sur l'ambassade de Londres et de Berlin. Les modifications majeures des contrats, là, c'est les récurrents, en fait, c'est tous les avenants, c'est toutes les demandes, les petites demandes d'évolution, etc., auxquelles on a affaire. Donc, là, rien de nouveau, mais sachez que c'est une part importante également de l'activité. Et enfin, le dernier sujet, c'est AMI. Alors là, l'AMI, l'acronyme AMI, c'est AXA MSH IPMI. C'est une volonté de créer un nouveau produit pour rendre, là, c'est pour accompagner l'évolution de la stratégie individuelle de MSH en 2022. On va mettre en place un produit, donc là, il est en voie de construction par le commerce, et côté IT, on va l'implémenter après. Suivant. Là, je vais laisser la parole à Patrick. Bonjour à tous. Donc, côté extranet et au sens large et outils de vente, donc un certain nombre de sujets sont à l'ordre du jour pour cette année. L'affichage de la page assistance sur l'application mobile. Donc là, en fait, on fait une vision sur tout ce qui a été, tout ce qui est à faire ou déjà fait depuis le début de l'année. Ça, c'est en production depuis 2 semaines, donc sur l'application mobile. Concernant l'espace assuré, nous avons déjà commencé à présenter à l'UNESCO. Nous ferons bientôt à Michelin la possibilité pour les assurés de visualiser leur consommé en temps réel concernant leurs plafonds, les franchises, les out of pocket. Donc l'objectif, c'est de le faire sur assez rapidement, là, finaliser, parce qu'il y en a eu quelques petits retours sur UNESCO, de le présenter à Michelin, de l'étendre sur 2-3 autres clients au cours du premier semestre avec des particularités propres à ces grands clients. On pense qu'en ayant fait 4-5 clients avec leurs spécificités, on aura couvert quasiment les spécificités de quasiment tous les clients, et pour viser une extension à l'ensemble des clients au cours du 2e semestre, sauf les clients qui demanderont à ce que leurs assurés n'aient pas accès à ces fonctionnalités-là. La possibilité pour les assurés de visualiser dans leur espace les accords de prise en charge que l'on a enregistrés et générés depuis le back-office B9. Et de l'autre côté, la possibilité que les assurés puissent, dans leur espace, ce qu'ils font déjà, puissent faire une demande de prise en charge. On verra vraisemblablement un peu le formulaire, mais que surtout, au lieu que ça rentre dans le contact,
que ça rentre directement dans V9 avec un workflow dédié, ce qui évitera à ce que les équipes aient à ressaisir un certain nombre d'informations. Et il y aura un workflow, donc un suivi plus facile de l'activité sur ces demandes de PEC. Également concernant toujours l'extranet assuré et l'application mobile, donc là on a un système conjoint pour les deux, la possibilité pour les assurés de modifier leurs coordonnées bancaires. De la même façon, nous venons de mettre en production, donc là les équipes de Dominique on a déjà fait quelques tests, mais sont en train de nous donner des cas de prestataires qui, pour certains clients, doivent être vus ou ne doivent pas être vus dans l'espace assuré ou sur l'application mobile. On a des clients pour lesquels on peut avoir un réseau spécifique, donc on a créé des tiers et on ne veut pas que tous les assurés de tout le portefeuille voient ces tiers-là, mais uniquement les assurés de certains clients, ou à l'inverse, on souhaiterait que des tiers ne soient pas vus pour aucun client, sauf pour certains clients. Enfin, on va étudier au cours du deuxième semestre l'intégration d'une messagerie embarquée, intégrant les interactions entre le site et contact, entrantes et descendantes, voire tout ce qui serait notification qu'on pourrait faire parvenir à l'assuré. Tu peux visualiser une nouvelle demande de PEC, tu peux visualiser un nouveau décompte, etc. etc. Donc l'objectif là, c'est de mener l'étude au cours du second semestre pour une implémentation l'année prochaine. Concernant l'espace provider, sur sa version actuelle, pour l'instant, certains providers utilisent déjà la possibilité de nous transmettre une facture qui redescend en tant que claim form particulier dans V9, mais c'est une facture unitaire pour un assuré donné, pour un certain nombre de prestataires de santé. Du coup, en Afrique, par exemple, la pratique n'est pas celle-là, c'est qu'ils nous envoient tous les mois un gros fichier PDF représentant en une seule fois les 200 factures pour leurs 200 assurés. L'objectif, c'est qu'ils puissent faire cela, non plus par email tel qu'ils le font aujourd'hui, mais dans leur espace provider, et que là aussi, ça rentre dans V9 avec un workflow dédié. Donc sur tous ces sujets-là, il y a une partie de web, mais il y a très souvent une partie conséquente d'interaction avec le back-office. Concernant les bilans de santé, donc on a monté ce programme-là, ça fait tout à fait 2 ans. On l'a monté en plein Covid, on l'a monté assez vite. On savait qu'il ne répondait pas à l'ensemble des besoins exprimés, mais il fallait amorcer la pompe d'un point de vue commercial. Donc là, l'idée, c'est de continuer à travailler dessus. Donc AFID a évoqué le sujet du débrayage manuel pour les cas un petit peu complexes. On a aussi une demande qui est complètement légitime, que les certificats d'aptitude que nous recevons, nous puissions les faire remonter dans l'espace RH et dans l'espace assuré pour que les RH et les assurés puissent les visualiser. Dans un contexte particulier pour certains clients, style EMI ou AFA, etc., on a même des demandes à ce que les accords de PEC qu'on veut de toute façon remonter dans l'espace assuré puissent être également visualisés dans l'espace RH. Donc un ensemble d'évolutions relatives au site actuel, que vous connaissez, que vous utilisez tous les jours. Cependant, c'est un socle technique sur ce site, cet ensemble de sites internet qui est un petit peu ancien maintenant et qu'il faut refondre techniquement. Alors, au passage, on va gagner un certain nombre de fonctionnalités à le refondre. La première d'entre elles, c'est que le site, pour l'instant, vous savez, n'est pas en responsive design, c'est qu'il ne s'adapte pas nativement à la taille des écrans. Dans le site qu'on est en train de refaire, complètement nouveau, outre sa charte graphique qui sera différente, le chemin de navigation qui seront différents, nous aurons également des fonctionnalités natives telles que le responsive design qui sera embarqué dès le départ. Donc la difficulté, c'est de faire cette refonte technique qui est vraiment un gros chantier de plusieurs années, plusieurs millions d'euros, c'est vraiment un gros investissement, en même temps qu'on fait évoluer le site actuel pour répondre aux demandes des clients. Le premier lot
visé est cette année. Il sera d'ailleurs présenté à un conseil préventaire au mois de juin et va concerner l'espace provider. Concernant nos outils de vente en ligne, alors le TDS, l'extranet broker, l'outil de devis prévoyance, là aussi on a un site qui a été développé il y a 4-5 ans, sur des sous-jacents techniques il y a 4-5 ans. Dans le monde du web, malheureusement, 4-5 ans, je crois que c'est la préhistoire, mais ça vieillit très vite et très mal. On a peut également être assujetti à des failles de sécurité, et on sait que vous entendez tous parler du fait que les hackers veillent, et donc nous aussi, et donc il fallait qu'on rentre dans une phase de refonte de ce site-là. Au passage, normalement, comme c'est quand même un site qui a eu pas mal d'évolutions successives et assez rapides, il devenait un petit peu compliqué à maintenir, donc les équipes en charge de ce développement-là ont simplifié un certain nombre de développements qui s'étaient un peu enchevêtrés, et bon, on va rentrer dans une phase de recette. On pense qu'il y aura au passage une plus grande stabilité post mise en place de cette refonte. Et puis enfin, donc le sujet là a un petit peu évolué, on l'a laissé, mais si on avait un nouveau produit individuel YPMI dans le cadre de l'AMI, le projet dont a parlé Afid, alors il faut avoir un petit outil de vente. On partait dans un premier temps vers un tunnel de souscription dédié. Il se peut que dans un premier temps, ce soit adressé via un fichier Excel assez perfectionné permettant de faire des devis. C'est d'ailleurs ce que d'autres concurrents font. Il se peut que là, pour tester l'offre dans un premier temps et pour répondre plus vite, on se limite à ça. La suivante. Fabrice, on a du temps, il y a des questions. On va continuer la présentation. D'accord. Outils tiers. Donc les outils tiers, c'est tous les périphériques qui sont autour soit du back-office, soit de l'extranet, comme vous l'avez compris. Et donc il y a un certain nombre d'outils dont on va parler. Contact, que vous connaissez déjà. Alors Laurent Bonnotte nous a demandé des évolutions autour de Contact. Donc là, elles sont citées rapidement. Il va y avoir un module d'enquête de satisfaction embarqué. Cette année, la messagerie sécurisée, Patrick en a parlé tout à l'heure dans le cadre de l'extranet. On va voir comment on fait un pont entre l'extranet et la messagerie sécurisée de Contact. Chatbot et l'archivage sécurisé. L'archivage sécurisé, c'est surtout pour des problèmes de performance, mais c'est votre outil de tous les jours, donc j'en dis pas plus. Vous savez très bien de quoi on parle. Sur la partie ITsoft, en fait, sachez qu'on est en train de terminer la partie LADRAD relatif à la CAFAT. Alors, la CAFAT, pour ceux qui ne savent pas, c'est les feuilles de soins issues de la Nouvelle-Calédonie. Et donc la LADRAD, c'est quoi? C'est on scannerise les feuilles de soins qui sont dans un format déterminé et on en crée des décomptes numériques. Là, c'est en phase de fin de recette, donc ça devrait aboutir très rapidement. Avec l'équipe de Philippe Blanchard, on continue à travailler sur la détection des fraudes. Donc là, il y a une grosse partie qui est passée en production, qui donne des résultats assez pérennes, en fait, qui sont visualisables. Et on est en train de regarder comment on associe à la fois ces résultats de fraude qui sont quelque part un peu la prédiction avec ce qu'on peut en faire dans le quotidien de V9. En gros, il va y avoir des workflows ou autres qui vont être articulés autour de ces résultats. Et pour la deuxième partie, en fait, sachez juste qu'il y a de plus en plus de dialogues avec nos clients qui se font au travers de ce qu'on appelle des web services. Mais il y a des clients qui continuent à vouloir dialoguer avec nous au travers de fichiers plats. Selon le degré de maturité du client, en fait, on va être dans l'un ou dans l'autre. Alors, on est sur la première année réelle en termes de web service avec des systèmes de SIRH de nos clients. Et dans cette première année, il y a eu un tas de questions qui ont été posées. Dernièrement, là, il y a encore des questions qui restent parce qu'à partir du moment où le SIRH du client dialogue avec nous, normalement, il devrait être maître sur la donnée. Or, on a vu que la réactivité
du client n'est pas toujours à la même que celle qui est exigée par notre métier, à savoir que, par exemple, un nouveau-né, s'il n'est pas inscrit dans le SIRH du client, il est forcément pas chez nous. Et on voit qu'il y a des réglages qui sont nécessaires à apporter par rapport à ces règles de maître-esclave en termes de données entre le SIRH du client et nos systèmes. Et donc là, on assiste un petit peu dernièrement, on est plus dans une phase d'ajustement. J'ai envie de dire que je suis assez satisfait de ça parce que ça montre que quand même on a atteint un certain degré de maturité dans l'échange. Tout n'est pas gagné, hein. D'ailleurs, il y a quelques discussions en ce moment qui ont lieu avec la BEI sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment ça démontre le degré de maturité du sujet. Slide suivant, s'il te plaît, Zoé. Donc, dans notre roadmap, on n'oublie pas également qu'on travaille, qu'on a des besoins exprimés par nos filiales, hein, qui utilisent tout ou partie de nos outils. Donc, on en a cité certains là qui sont les plus conséquents. Notre filiale en Allemagne, BDAE utilise nos espaces assurés, notre application mobile. Eux, ils sont dans une version plus ancienne. Ils n'avaient pas la capacité d'avoir un workflow retour des claim forms réalisés par leurs assurés en ligne. Donc, on leur a développé une page qui leur permet de visualiser ce qu'ont déclaré leurs assurés, mais ils doivent pour l'instant tout ressaisir à la main. Imaginez que vous n'ayez pas le workflow pour ceux qui gèrent les claims dans V9, mais que vous visualisiez sur ce qu'a décrit l'assuré, que vous utilisez tout, la productivité ne serait pas la même. Donc là, l'idée, c'est de refaire la même chose que ce qu'on a fait pour nous, il y a quelques années maintenant, pour eux. Et de la même façon, de leur permettre de mettre à jour leurs coordonnées postales, leur adresse email, etc. La même chose que la rubrique vos situations qui existe pour nous, pour que ça rentre automatiquement dans leur back-office. Pour l'instant, c'est toute une ressaisie manuelle de leur côté. MSH Canada donc, a remporté un très gros contrat qui concerne les fonctionnaires du gouvernement fédéral. C'est vraiment c'est de loin leur plus gros contrat depuis des années. Donc, le nom du projet s'appelle Maple Leaf. Il y avait un certain nombre d'exigences du client d'avoir des données hébergées au Canada. Donc, on travaille sur plusieurs scénarios avec MSH Canada pour voir comment on peut adresser l'ensemble des besoins du client. Pour leur système d'affiliation, ils ont un système actuellement qui s'appelle Sybase. Ils utilisent, vous savez, V9 pour les claims, mais pour leurs affiliations, ils utilisent Sybase. C'est un système un peu ancien. Ils ont pour projet de le remplacer par un nouveau logiciel qui s'appelle Epic. Donc, il y aura donc de la même façon un transfert à prévoir entre les affiliations réalisées dans Epic et V9 pour qu'après ils puissent gérer, une fois que les assurés sont remontés dans V9, qu'ils puissent gérer les claims de leurs assurés. C'est les deux principaux chantiers du Canada. Concernant Dubaï, PBM, qui est le sujet de la pharmacie sur Dubaï, où on passe par un prestataire qui est en capacité de vérifier l'adéquation, par exemple, de la maladie, de l'affection, avec les médicaments délivrés, en termes de quantité, en termes d'opportunité médicale, etc. Donc là, il y a des échanges techniques pour remplacer la façon de travailler, d'échanger avec eux. Sur Dubaï et Abu Dhabi, il a été mis en place par ces Émirats des hubs obligatoires d'échange avec les complémentaires santé locales, dont MSH Dubaï. N'en étaient pas pourvus les autres Émirats, des Émirats arabes unis. Ils viennent de se réunir et donc sur un nouveau hub avec des normes et des règles un petit peu différentes. C'est le projet RIAYATI. Et enfin, une évolution assez conséquente de la gouvernance sur les Émirats arabes unis, en particulier Abu Dhabi, nous oblige à héberger localement des données qui aujourd'hui sont hébergées à Paris, dans notre V9 dont la base de données est à Paris. Donc là, on échange avec les instances gouvernementales et avec l'intermédiaire d'un prestataire qui nous aide sur ce sujet très technique pour voir comment on va pouvoir répondre à leurs exigences sans casser complètement notre modèle
de maintenance et d'exploitation informatique. Merci, merci à vous deux. Donc, j'espère que vous avez pu voir comme ça le panorama de tous les projets que nous avons. Et c'est très bien, on a réservé un buffer, hein, vous l'avez vu, donc c'est tendu, il y a beaucoup de choses à faire, mais pour les implémentations, pour que, alors, on ne sait pas s'il sera suffisant ou pas, mais pour qu'on puisse gérer les urgences et continuer à développer la roadmap en même temps. Donc merci pour le boulot qui a été fait, qui est assez important. Je ne sais pas s'il y a des questions, Fabrice. On va prendre deux questions. La première question très pratique porte sur le fait de savoir si on va avoir une info ciblée sur l'instabilité chronique et constante de tous nos outils Outlook, Citrix V9 qui pèsent quand même actuellement sur la performance de gestion. D'accord. Alors, La là, c'est une question normalement qui doit s'adresser. Enfin, normalement, c'était exclusivement MSH. Là, c'est délivré par exclusivement MSH. Donc, ça, c'est une question de manière générale à l'IT pour que vous compreniez comment on navigue dedans facilement. C'est tout ce qui concerne MSH, c'est remonté chez nous, et tout ce qui est groupe doit être remonté au groupe. Et là, sur la partie Outlook, ce que je peux vous dire, c'est les informations que j'ai pu collecter hors MSH. Il y a des recherches de pistes d'amélioration qui sont en cours. Ça donne quelques résultats, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais n'hésitez pas à les solliciter, ils vous répondront. Sachant que je crois savoir aussi que l'objectif, c'est de basculer sur Outlook. Oui, tout à fait. 365. Je pense qu'il y a des nouvelles, je ne veux pas dire bonnes, parce que je reste Saint-Thomas sur ces sujets-là, mais sur Synergie. Et puis sur les outils, moi qui venant de Dio, on avait MS 365. L'objectif, c'est d'aller vers cette suite. Et honnêtement, ça serait un grand progrès. Moi, j'aime beaucoup travailler dessus. Et je pense que vous apprécierez. Donc, il y a un travail pour aller de l'avant. Mais en même temps, on est assez conscient des problèmes et on les remonte régulièrement à la DSI. Je crois même que chez Laurent, on essaye de factualiser un peu combien ça coûte en perte de productivité, et pas toujours avoir les outils disponibles ou les temps de réponse que nous souhaiterions avoir. Donc, voilà, c'est pris très très sérieusement par la boîte. Maintenant, s'agissant d'informatique, c'est jamais facile de bien prédire quand les solutions seront apportées et qu'on sera à nouveau dans un mode normal. Une seconde question qui est un peu au confluent à la fois de la technologie, mais également d'une décision commerciale, qui était le fait de savoir si il pourrait être envisagé de faire remonter pour certains clients au sein des espaces assurés les notes de NPS, voire les notes de satisfaction des enquêtes de satisfaction qui sont réalisées. On est vraiment au confluent entre les deux, hein, parce que Redis-moi la question. L'idée, ça serait au sein des espaces RH pour les entreprises de pouvoir faire apparaître soit la note de NPS, soit les résultats des enquêtes de satisfaction. Alors, bon, c'est un sujet sur lequel on n'a pas trop travaillé. Par contre, ce que je crois comprendre, c'est que l'outil Contact permettrait de faire des enquêtes à chaud. Ça ne répond pas complètement, mais c'est un petit peu lié. Donc après, on verrait si on peut encapsuler de la même façon qu'on peut encapsuler la messagerie embarquée, si on peut encapsuler l'outil Contact sur cette partie-là. Mais bon, de la même façon, on essaye le plus possible de rester focus sur la roadmap. Donc si on débraye sur tous les besoins, on n'arrivera pas à la faire. Et c'est bien une des difficultés auxquelles on est confronté au quotidien, c'est l'hétérogénéité des demandes des clients. Donc, je pense qu'il faut regarder, il faut être sûr qu'il y a un vrai intérêt, effectivement. Il faut regarder qu'on ne monte pas 3 enquêtes, parce que même si c'est anonymisé, il y a des risques, donc faire attention. Et puis honnêtement, je vous ai dit qu'on avait un centre de défense, qu'on avait un peu, en termes de service, s'améliorer. Donc j'aurais tendance à mettre ça d'abord et la remontée du NPS ensuite, que ce ne soit pas un effet boomerang éventuel. Donc, voilà, peut-être je propose, on est pile poil dans le timing, donc merci à Philippe de nous avoir rejoints entre-temps pour venir nous présenter l'autre pépite du groupe, l'activité crédit, caution, finance, Dio CSI Trade Finance. Donc Philippe, tu es le directeur général de cette business unit qui maintenant récupère des gens qui venaient de chez Dio, des gens qui venaient de côté CSI, ça s'appelait Bulot. Et c'est une activité passionnante et je suis ravi que tu sois là, merci. Et puis je te laisse nous raconter ton activité, en quoi ça consiste. Merci Frédéric, merci en tout cas à toutes et à tous pour votre gentille invitation. Ça fait effectivement très plaisir de venir vous présenter. Frédéric parlait de pépites, nous on est une petite pépite à côté de vous, hein. Donc
S'il y a deux pépites, je voudrais bien suivre le destin de LMSH. Pour me présenter en quelques mots avant de commencer la présentation, ça fait 15 ans que je travaille pour le groupe Dio. Donc avant, préalablement, j'étais directeur commercial de l'Air Hermès en France, qui est filiale d'Allianz, désormais qui s'appelle Allianz Trade. Et donc ça fait 15 ans que je suis effectivement le groupe, ainsi que Christian Burrus. Et au départ, la pépite était vraiment toute petite, puisqu'il y avait 3 personnes au sein de cette équipe, qu'on avait monté avant le projet Duo CSI à près de 70 personnes. Et donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter les rationnels et les fondamentaux, on va dire, de cette activité pour vous donner un petit éclairage sur ce que nous faisons. Alors, contrairement à vous qui êtes très internationaux, c'est pour ça que vous êtes une grosse pépite, mais nous, on est une petite pépite. Donc, il y a 111 collaborateurs, 5 bureaux régionaux, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et puis Strasbourg. Et nous venons de faire une petite acquisition à Strasbourg pour renforcer cette présence régionale. Nous avons une filiale aussi qui couvre les territoires d'outre-mer. Nous avons, en fait, l'équipe, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste notre métier, mais en tout cas, l'activité de courtage spécialisé en assurance crédit, caution et financement nécessite qu'on ait des grosses équipes en lien avec les assureurs pour défendre des positions de garantie. Et je vous expliquerai dans un instant à quoi cela correspond. Nous couvrons le risque de non-paiement des transactions commerciales entre un fournisseur et un client. Et c'est donc 2 entreprises qui se font du crédit entre elles. Et ce crédit très court terme est couvert donc par les assureurs crédit du marché. C'est un marché oligopolistique qui est représenté par 3-4 assureurs crédit mondiaux, dont l'Air Hermès est un assureur, Coface est un autre assureur, Atradius. Voilà, vous avez ceux qui pèsent vraiment dans le monde entier. Et nous, à travers les flux que représentent nos clients, on surveille 85 milliards de garanties, 85 milliards d'euros de garanties qui sont gérées et surveillées par nos soins. 1,8 million de transactions qui sont surveillées par nos soins sur 1200 contreparties. C'est le jargon que nous utilisons dans notre métier. C'est plus de 135 000 sollicitations clients par an. Donc là, en l'occurrence, c'est les 17 personnes que j'ai abordées tout à l'heure qui s'en occupent. On a à peu près 2000 clients au travers de l'activité de Duo CSI Crédit désormais. 7000 polices avec garantie et c'est plus de 100 programmes internationaux puisque, on va dire, ce qui peut nous faire que nous nous ressemblons, c'est qu'on travaille quand même aussi pour un certain nombre de multinationales et on aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, Duo CSI Crédit, c'est effectivement un acteur qui travaille avec les assureurs crédit du marché que j'ai exprimé tout à l'heure, l'Air Hermès, Atradius, Coface. C'est aussi une filiale dans notre groupe, filiale dans laquelle le management est impliqué au capital aux côtés de notre groupe. Et puis, on est le premier acteur du courtage spécialisé. On est en France, en tout cas, le premier courtier spécialisé en France. C'est le rapprochement entre le cabinet Duo Crédit et Buno qui nous ont permis de prendre cette première place devant un autre acteur qui s'appelle AU Group, qui est aussi un acteur français, familial. Et puis, on est devenu, on va dire, le troisième acteur mondial derrière Aeon et March, qui sont les acteurs les plus importants, on va dire, sur cette spécialité et qui ont cultivé cette spécialité, on va dire, au cours des 20 dernières années. On a une croissance qui a été très significative sur les dernières années et ce qui nous permet on va dire, d'avoir cette place de leader. Alors, on parlait des références clients. Les références clients qui peuvent peut-être vous parler, en tout cas dans des métiers qui sont peut-être plus internationaux que ceux du bâtiment, puisqu'on va dire que les premiers dans le secteur du bâtiment, Chausson, Coma Francis, Frobona, c'est le secteur du bâtiment très peu international, c'est purement franco-français. Par contre, dans le second œuvre, vous avez quand même des acteurs comme Sonepar et Rexel, qui sont des acteurs du second œuvre en fourniture de matériel électrique, Legrand aussi dans le matériel électrique, et puis Engie, que nous assurons aussi pour un certain nombre de leurs activités. On est le courtier, on a gagné le programme SEB, le groupe SEB, donc dans l'électroménager.
qui a aussi connu une forte croissance depuis la crise Covid. Et puis Jacquet Metal Service, qui vend des aciers inoxydables, avec Air Liquide aussi, que nous avons pour certaines natures de leur activité. PPG dans la peinture. Géodis, donc le secteur du transport est aussi très bien représenté avec Géodis, qui est un client historique du groupe Dio, Steph, et puis Bolloré Logistique, qui est un client que nous avons récupéré dans le cadre du mariage avec Buno. Lactalis, Savencia, Axéréal et Carrefour, ce qui fait que notre activité dans l'agroalimentaire est aussi très bien représentée. On est aussi le courtier de Sodial, Yoplait, que je ne cite pas, de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel aussi, qui est une grosse activité dans l'agroalimentaire. Sagemcom, Tech Data et Dexon, donc dans les activités plus technologiques. Très présent aussi dans le secteur de l'intérim, mais on va dire que le secteur de l'intérim est principalement en France. C'est plutôt du multi-pays. En tout cas, pour nous, c'est plutôt les acteurs français que nous assurons. Et puis Pierre Fabre, Seva Santé Animale, présent à Libourne, mais aussi pour l'ensemble de ce programme international. Virbac, qui est aussi dans le même secteur des produits vétérinaires. Et Sequence, qui est une grosse pharma, qui a beaucoup investi et qui est beaucoup soutenu par les pouvoirs publics depuis la crise Covid. Puis on assure aussi BNP Leasing Solutions, voilà des secteurs sur lesquels notre activité et notre savoir-faire peut être mis en avant. Alors, je vais passer très vite sur certains slides. Globalement, nous travaillons à l'international, non pas avec des filiales, mais avec des correspondants qui sont des pure players, des purs spécialistes dans notre activité. C'est ce que nous avait permis de faire le groupe Dio, puisque eux avaient du EOS et nous, on avait un réseau qui s'appelait Astreos. Et puis, chez Buno, ils ont un réseau aussi de correspondants purement spécialisés qui s'appelle ICBA. Et ce réseau de correspondants ICBA est, on va dire, différent du réseau de CSI. On est en train de travailler à la convergence de ces deux réseaux, puisque depuis le mois de novembre et la date de signature du rapprochement Dio-CSI, on a énormément de chantiers qui sont en cours, tout comme vous, qui sont liés à notamment cette convergence opérationnelle d'un point de vue de la gouvernance des réseaux internationaux. Nos métiers, donc globalement 3 gros métiers majeurs. Le premier métier, c'est l'assurance crédit, donc la couverture du risque de non-paiement de transactions commerciales, soit en France, soit à l'international à travers des flux export, ou soit à travers les flux domestiques de filiales que peuvent avoir nos clients dans différents pays, en Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Russie, etc. etc. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à travers des programmes soit domestiques ou soit des programmes internationaux. C'est ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Le métier de l'assureur crédit, s'appuie sur 3 piliers. Premier pilier, c'est la sélection des acheteurs, c'est-à-dire que l'assureur crédit ne va pas délivrer des lignes de garantie sur l'ensemble des contreparties. Il y a une analyse financière qui est faite, c'est ce qui fait la valeur ajoutée de l'assureur crédit, et c'est aussi pour ça que nos équipes travaillent en lien avec les assureurs crédit pour leur apporter un maximum d'informations sur la qualité de la contrepartie pour optimiser les lignes de couverture de nos clients. Je vous rappelle, environ 85 milliards d'euros. Et puis, nous avons le deuxième aspect, c'est que lorsque l'acheteur ne paye pas sa créance commerciale à son fournisseur, nous recouvrons, en tout cas l'assureur s'occupe dans sa prestation de recouvrer l'impayé. Et souvent, au niveau international, on va dire ils ont des équipes très performantes dans un certain nombre de pays, ce qui leur permet, on va dire, d'opérer un recouvrement efficace. On a par exemple des cas très récents en Algérie avec des montants très très significatifs de factures non payées. Alors ça peut mettre du temps, mais en l'occurrence, on arrive à récupérer, on va dire l'ensemble de la facture. Et puis enfin, le but ultime de l'assurance, c'est l'indemnisation, c'est-à-dire le transfert de la créance à l'assureur, c'est-à-dire qu'il va il va indemniser notre assuré, il devient subrogé dans les droits du client et pour recouvrer la créance. Voilà le gros pavé, ce qui représente quand même une très grosse partie de notre activité, l'assurance crédit. Ensuite, on a une deuxième activité qui est très importante et qui se développe beaucoup, c'est que comme on va dire un collatéral qui peut être justement la couverture, on peut offrir à des financeurs cette couverture. Et donc, nous travaillons avec des experts dans nos équipes sur la mise en place de financement court terme, soit sur le financement des créances commerciales, soit sur le financement de stock.
Et ça se développe énormément dans le panel des activités de Duo Crédit. Et puis enfin, on a aussi une activité très significative qui se développe de manière aussi substantielle, qui est la mise en place de cautions pour donc des prospects, des clients, dans un certain nombre de domaines d'activité. Soit sont des cautions réglementaires et légales, donc ça veut dire qu'elles sont obligatoires, et donc nous arrivons à trouver des garants, puisqu'on n'appelle pas ça un assureur. À ce moment-là, quand on est sur le métier de la caution, on appelle ça un garant. Il faut savoir que c'est un métier qui est qui intéresse de plus en plus les assureurs, alors que dans le passé, c'est un marché qui était très bancaire. Or, les contraintes prudentielles des banques font que ça peut aujourd'hui ça les intéresse de transférer ce risque auprès du marché de l'assurance. Et puis, les gros on va dire consommateurs de cautions sur le marché français et mondial sont les acteurs du bâtiment et de la construction. Et donc, dans le métier de la construction, de l'immobilier, on arrive à développer, on va dire, cette activité, notamment auprès de promoteurs immobiliers, à travers des garanties financières d'achèvement. Voilà. On est de manière plus marginale présent sur des risques financiers. Il peut y avoir un peu d'overlap là, à ce moment-là, sur les activités que peut opérer CSI avec Emmanuel Biller sur la partie risque politique, sur le risque notamment de nationalisation, de confiscation d'un bien, d'interruption d'un marché, et puis de couverture en single risque sur des créances plus moyen terme, notamment lorsqu'on a une maturité de cette créance qui est supérieure à 1 an. Voilà. Je vais passer très très vite puisque je vous ai expliqué, donc on peut passer sur le focus assurance crédit, ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, les cautions et les garanties financières. Les slides seront à votre disposition et donc vous pourrez y accéder pour pouvoir travailler ou en tout cas en parler auprès de quelques clients, même si peut-être vos clients sont plutôt les DRH dans les filiales ou au niveau du groupe. Mais voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais finir ma présentation par un point sur le focus marché, puisque là, on a sur 2020, il faut que vous compreniez, c'est que notre métier est intimement lié à la croissance mondiale, française et mondiale. Donc, lorsque la croissance est à un niveau élevé, évidemment, ça va bien pour la BU Duo CSI Crédit, elle surfe sur la croissance de l'activité et la croissance mondiale, que ce soit dans les pays de l'OCDE ou dans les pays émergents. Et puis, quand on a subi la crise Covid et que les assureurs nous disent du jour au lendemain, en fait, là, vous n'avez plus besoin des lignes de garantie parce que globalement, tout le monde rentre chez soi, on vit un petit moment de stress et avant que les pouvoirs publics ne puissent intervenir et mettre en place des dispositifs un peu filets pour venir contre-garantir les assureurs crédits, un peu comme ils l'ont fait au travers des banques et des prêts garantis par l'État. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, la sinistralité, c'est-à-dire le nombre de défaillances d'entreprises que l'on attendait à un niveau très élevé, en fait, a été à un niveau très faible, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, il y a eu énormément de liquidités qui ont été apportées par les pouvoirs publics, que ce soit en France ou dans les autres pays, on va dire plutôt de l'OCDE. Dans les pays émergents, ils avaient un peu moins de moyens pour le faire. Donc, les défaillances d'entreprises ont réellement chuté. Et puis, pourquoi ? Parce qu'en plus, les pouvoirs publics sont venus apporter une réassurance publique, on va dire aux assureurs crédits, qui sinon auraient organisé, on va dire, leur désengagement, ce qui aurait été très préjudiciable à notre activité. En 2020, en dépit de ce contexte, Duo Crédit a fortement progressé, même en croissance organique. Et puis 2021, là, on a surfé un petit peu sur la vague de reprise. Les rideaux des magasins se sont levés et donc toute l'activité, la croissance mondiale est repartie. Et là, on a pu bénéficier, on va dire, de ce sous-jacent qui est le chiffre d'affaires que nos clients vont déclarer à leur assureur crédit. Et plus le chiffre d'affaires est important, et plus nos affaires sont juteuses. Voilà. Donc, et puis, ce qui s'est passé depuis la fin de l'année 2021, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Nous, on le vit et Frédéric le sait puisqu'on a régulièrement échangé sur le sujet. C'est que depuis, on va dire septembre 2021, on a une forte hausse du prix des matières premières. Et donc, forte hausse du prix des matières premières, elle sert un petit peu les intérêts de notre BU, puisque nos clients déclarent un chiffre d'affaires qui est donc en augmentation, mais de prime abord,
on pourrait se dire, ah bah oui, mais les clients vont donc trouver que c'est un peu fort de café. Les assureurs crédits ont vécu très peu de sinistres en 2020 et 2021. Ils vont vous demander des baisses de taux de prime, puisque nous, les clients, on va dire, sont facturés par un taux de prime auprès du marché. Sauf que la réalité, c'est que le contexte géopolitique, entre-temps, s'est largement tendu, avec la crise russo-ukrainienne, avec le spectre d'une guerre plus importante que celle qui est aujourd'hui sur ce territoire. Il faut bien que vous compreniez, c'est que nos expositions, ou en tout cas celles de nos clients, sur le risque russo-ukrainien, en tout cas les risques ukrainiens, voire russes, c'est-à-dire des contreparties dans ces deux pays, c'est moins de 1% des expositions que nos clients portent, c'est-à-dire sur les 85 milliards d'expositions. Donc c'est très limité, mais en tout cas aujourd'hui on a un spectre qui est qu'il y a des tensions sur les matières premières, sur les prix de l'énergie, qui vont faire que ça va rogner les marges des entreprises et donc que le risque de défaut des entreprises est en train de croître en flèche. Et donc, avec le contexte géopolitique tendu, ça veut dire que les assureurs crédits aujourd'hui ne sont pas dans un contexte de baisse. On a plutôt des tensions qui vont commencer à arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir un bon courtier, le leader du marché, pour pouvoir défendre les intérêts de nos clients et des intérêts des clients du groupe. Voilà sur les contextes et les perspectives de notre marché. Notre valeur ajoutée, c'est on est leader. Et en plus, on a développé des outils très, très importants avec une base technologique très significative. On peut encore faire mieux. Bien évidemment, mais on a développé des outils de BI parce qu'on est complètement connecté aux bases des assureurs crédits, ce qui fait qu'en temps réel, on a des outils de monitoring et on apprécie le lobby que fait Frédéric auprès d'un certain nombre de leaders d'opinion comme le METI, pour justement essayer de défendre cette valeur ajoutée, puisqu'en fait, on est les seuls à pouvoir donner des indicateurs de marché sur l'appétit du risque des assureurs crédits en temps réel, par zone d'activité, par secteur d'activité. Donc, c'est vraiment un enjeu très significatif. Voilà, pour tout vous dire, c'est qu'on essaye d'investir pour l'innovation, parce que l'innovation, c'est au service de nos clients et c'est aussi comme ça qu'on monte de la valeur ajoutée. Voilà, j'espère avoir été dans les délais. Tu viens de faire rêver plein de monde avec tes jolis graphes. Ah bon? Voilà, donc j'espère que j'ai... Bah, écoute, un grand merci à toi. Toi, tes interlocuteurs, hein, je ne dis pas de bêtises, tu es sur les directeurs financiers. Ou le DG. Le DG, directeur financier. DF, directeur financier, DAF ou DG dans l'entreprise, le président plus rarement, mais parce que c'est un actif aussi stratégique de l'entreprise, hein, c'est-à-dire le risque client, l'actif au bilan de l'entreprise, l'actif du poste client, c'est environ 30%. De l'actif de l'entreprise. Donc, vous imaginez, on pense à assurer dans les actifs les biens, les machines, les immeubles, le truc, etc. Sauf que l'actif client, il n'est pas toujours couvert. Donc, on est là dans cette période-là aussi pour donner un petit peu des indicateurs et de la visibilité par rapport à notre marché. C'est vraiment ce que j'adore dans ton activité, c'est que toi, tu parles directement au DG ou au DAF et c'est extrêmement utile. Et puis également, toi, tu as un indicateur avancé, je pense, tu sais ce qui se passe sur l'économie un peu avant tout le monde, que ce soit les défaillances, que ce soit les lignes qui réduisent ou qui augmentent. Et puis la croissance mondiale aussi, vous avez été pour certains d'entre vous, de vos clients et de vous en interne, invités à un webinar avec Ludovic Subran. C'est toujours passionnant parce qu'on a l'impression de retourner sur les bancs d'université pour suivre, on va dire, un cours de géopolitique et d'économie mondiale. Et donc, voilà, si on peut vous être utile aussi, compte tenu du fait que vous avez une forte orientation sur l'international, on a aussi des partenaires comme Coface qui seraient ravis de pouvoir vous présenter, on va dire, leur diagnostic de l'économie mondiale. Je vous ai mis l'organigramme des premières lignes de notre BU. C'est aussi des interlocuteurs que vous pouvez solliciter en cas de besoin, en cas de questions. Si je ne suis pas disponible, mais je serais ravi de pouvoir répondre à l'ensemble des questions s'il y en a aujourd'hui ou à un autre moment. Vous avez bien évidemment mes coordonnées et je suis à votre disposition. Un grand merci. Est-ce que Fabrice, il y a des questions pour Philippe? Bon, alors oui, on va prendre une question qui s'adresse, c'est un peu une question croisée pour Philippe et Frédéric. Oui. À la tête donc, des deux pépites. Dans les enjeux des deux sociétés, des deux BU pour 2022, est-ce qu'il y a des enjeux qui sont un peu croisés, qui se croisent entre vos deux BU?
On a un travail en commun, mais avec les autres BU, de cross-selling. Donc, quand je vous parlais qu'il faut qu'on améliore, qu'on travaille notre portefeuille, qu'on fasse plus de saturation, j'étais un peu auto-centré sur MSH. On a maintenant des initiatives pour aller au-delà et donc voir comment, par nos contacts sur des clients que nous avons, d'où là, je rappelle qu'il faut mettre à jour Convergence, voir si Philippe n'a pas de clients et s'il y a des introductions qu'on peut faire. Et réciproquement, Philippe a des clients magnifiques qu'on n'a pas forcément, et voir également comment on peut avoir une introduction qui, en général, c'est simplement le DAF ou le DG qui dit je vais en parler à ma DRH, et on sait qu'à ce moment-là, on aura le rendez-vous. Après, ce sera à nous de faire la différence, mais de voir comment on peut travailler ensemble, et puis comment on peut travailler effectivement sur des choses croisées. Merci d'avoir invité un certain nombre de personnes au webinaire de Ludovic Subran, puisque c'est toujours extrêmement intéressant dans ce qui se passe chez Philippe. On a une vision, enfin moi j'aime bien ce qu'on, j'ai toujours l'impression d'être plus intelligent à la fin de ces présentations, et on a une vision sur l'économie, et c'est toujours, voilà, donc on fait des choses croisées. Et par ailleurs, vous qui êtes très exposé sur des pays, là par exemple, n'hésitez pas, si on a besoin d'une fiche pays, vous me demandez, voilà, c'est aussi ça qu'on peut commencer à élaborer. Pour rebondir sur la réponse de Frédéric, vous imaginez, on nous demande qu'est-ce qu'on a dans notre feuille de route pour faire encore plus ensemble. C'est évidemment notre aspiration à tous les deux, parce qu'on déjà on s'apprécie beaucoup l'un et l'autre, puisqu'on travaille déjà ensemble depuis un moment. On a fait des belles choses et des beaux succès dans notre vie d'avant. Donc ça y collabore. En 4 mois, vous n'imaginez pas tout ce qu'on a dû faire. Je rappelle aussi pour les besoins du raisonnement que sur la BU Crédit, il y avait 2 sociétés, que ces 2 sociétés ne sont pas sur les mêmes sites, qu'il y a des actionnaires minoritaires des 2 côtés, qu'il fallait faire fusionner les 2 entreprises, que c'est en voie d'être réalisé, qu'il y a eu un organigramme de mis en place, une fusion juridique qui est en cours, un déménagement qui est aussi, tout comme vous et vos équipes, nous sommes concernés. Et puis on a le sujet de la convergence opérationnelle. C'est l'occasion de rebondir sur le mot de convergence que nous n'utilisons pas dans la BU Crédit, donc vous imaginez aussi la difficulté pour nous, puisqu'en fait on avait Salesforce sur la BU Crédit, donc il va falloir qu'on travaille, comment on peut plus partager ensemble pour justement vous introduire chez des clients, parce qu'on a des clients qui sont évidemment très fortement, vous avez vu, sans programmes internationaux, qui sont fortement, à mon avis, consommateurs et qui pourraient avoir besoin de la qualité du conseil et des services de MSH. Merci. Et puis avec Philippe, on fait cause commune au COMEX, parce que là, on a une vision extrêmement similaire sur le fait que nous sommes un grand groupe, mais qu'avant tout, c'est le business qui nous drive. Et que du coup, au niveau du COMEX, il y a un certain nombre de comités. La convergence informatique, c'était un vrai sujet. Enfin, il y a plein de sujets extrêmement importants. Qu'à la fin de la journée, si on se concentre à parler de ça avec plus de nos clients, et qu'on ne reste pas à taille humaine, proche de nos collaborateurs et proche de nos clients, et pour tirer le business, on aura loupé la cible. Donc on passe notre temps. Fabrice, pour répondre en résumé à la question, c'est une aspiration. On rêve de faire encore plus de convergence d'un point de vue business, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci. Merci en tout cas pour votre invitation. Un grand merci, puis bravo pour tout ce que tu as fait depuis le closing, et effectivement de déjà présenter une organisation, une entité, des chiffres combinés. Je sais tout le travail qui était derrière. Voilà, écoutez, on arrive à la fin, donc merci à chacun des intervenants pour leur présentation. J'espère que ce moment qui est pour vous vous a convenu. Alors, je ne sais pas, on a encore un peu... on est pile à l'horaire. Je ne sais pas si on peut prendre encore une ou deux questions. Peut-être une ou 2 questions. Allez. Donc, c'était une question pour Amandine tout à l'heure sur la slide qu'on a vue. N'a pas été évoquée la Tunisie sur les premières tendances au début 2022. Est-ce lié au fait qu'ils n'ont pas d'activité commerciale ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une entité opérationnelle qui est tout à fait cruciale pour nous, mais effectivement, ils ne dégagent pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas dans le tableau que vous avez vu. Merci. Et c'est une succursale de Dubaï. Donc, on n'enregistre pas de chiffre d'affaires en Tunisie, même s'il y a un peu la Libye, le Rafik et la Tunis pour commercer sur la Libye, mais le chiffre d'affaires est enregistré à Dubaï. On va prendre une ultime question. Et je vous engagerai à la suite du webinaire à répondre au questionnaire de satisfaction pour qu'on puisse faire mieux la prochaine fois. En fait, c'est une question qui porte sur V9. Donc, il y avait des travaux qui avaient été entrepris pour remplacer V9 qui n'ont pas abouti.
La question, c'est tout simple, c'est quel est l'avenir de V9? Comment V9 est amené à évoluer? Non, Grande question. je réponds. Alors, Frédéric nous étant Patrick et moi, il nous a demandé de réfléchir justement à l'avenir de V9. Là, pour l'instant, l'axe de réflexion, c'est surtout porté sur l'évolution en fait de la data protection à l'international. Sachez que on a vu émerger en 2021-2022 de plus en plus de protectionnisme par rapport à la data. Et là, on a été confronté 2 fois au sujet, une fois au travers du Canada, une fois au travers de Dubaï. On a vu que le niveau de protection n'était pas le même. Dans un cas, c'était un niveau de protection qui était porté exclusivement sur la data. Dans l'autre cas, c'était un niveau de protection qui portait à la fois sur la data et sur le traitement. Et dans l'axe de l'avenir de V9 à l'international, bien entendu, il y a la question de V9 à proprement parler, mais il y a aussi une question sous-jacente qui est relative au fait qu'on souhaite éventuellement centraliser et ou décentraliser l'outil V9 par rapport à nos filiales, parce qu'on doit s'inscrire dans une logique d'ensemble. Et on doit rendre un certain nombre de réflexions sur ce sujet pour la fin de l'été à Frédéric, Patrick et moi. Donc pour l'instant, trop tôt pour dire ce sera cette direction-là, cette direction-là. Mais en revanche, l'analyse, elle, est débutée. J'espère avoir répondu. Voilà, donc oui, effectivement, il faut qu'on y réfléchisse et je pense que c'est un chantier important. Donc, on ne peut pas vous apporter de réponse aujourd'hui, mais effectivement, Patrick et Afid sont chargés de réfléchir et de voir ce que l'on peut faire. Très bien, un grand merci encore une fois à Zoé, Caroline et Fabrice pour nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Ça m'a fait très plaisir qu'on puisse se retrouver et échanger. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de feedback et à donner voilà, ce que vous avez pensé, ce que vous voulez voir, etc. De manière à ce que c'est votre moment, hein, qu'on continue à le revoir et à l'améliorer. Si je fais la synthèse de ce qu'on a dit, le groupe globalement avance bien, se porte bien, on est en ligne avec le budget, c'est encore un peu tôt, on est qu'au début de l'année. Au niveau de MSH, on voit qu'on est en ligne avec Singapour un peu au-dessus, Canada un peu au-dessus, donc c'est l'avantage d'avoir plusieurs pays puisque ça se compense et globalement on est en ligne avec notre budget et il faut qu'on travaille au niveau de la France pour affirmer les tendances. Il faut qu'on fasse très attention sur notre défense au niveau du segment corporate. Donc, je redis là on ne perdra pas ces dossiers, qu'il faut qu'il y ait un effort collectif. J'ai annoncé la rentabilité, on en reparlera, mais c'est important, y compris si on veut investir sur demain un système d'information un petit peu différent. Alors, on ne va pas le enfin, il ne faut pas rêver, hein, on n'a pas de baguette magique et on ne va pas venir avec un outil magnifique l'année prochaine, mais il faut qu'on commence à investir. Et puis notre actualité autour du déménagement qui démarre dès la semaine prochaine pour les in-season, que j'encourage à aller à Equinox, et puis les évolutions du logo sur lequel Fabrice reviendra. Merci à vous deux sur la présentation des projets. Vous avez vu qu'on a une roadmap très chargée qui va nous aider, qui va améliorer et les parcours côté collaborateurs, comment on travaille, et puis également pour nos clients. Et puis, j'étais ravi que Philippe ait pu nous rejoindre pour présenter l'activité DioCrédit. J'espère que vous partagez avec moi l'enthousiasme que nous avons sur cette activité et tout l'intérêt de cette activité chez nous. Voilà, et on vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Et puis, voilà, que le business rentre et qu'on continue à faire des affaires et que tout aille pour le mieux. On vous salue. Merci. Au Merci. revoir.